J'ai réfléchi sur le rugby en prenant toujours le même schéma qui est comment l'économie de marché et comment le marché, qui est devenu l'idéologie dominante sans contrepoids, fait marcher le monde et tous les secteurs du monde, comment le compte d'exploitation annuel et le profit à court terme empêchent toute vision stratégique de long terme, que ce soit pour tout ou n'importe quoi, un État et même un sport, et je coordonne ça avec le lent effondrement, enfin deux choses qui peuvent apparaître contradictoires, c'est d'un côté le lent effondrement du rugby français à travers les matchs internationaux, tournois destination et confrontations nord-sud, où la France, qui était un pays qui était dans le top 3 à une époque, et qui avait une spécificité qui était le French flair. La balle est pour les Français, voilà, ça repart, il y a le surnombre, il y a le surnombre Benazzi, la passe pour Tamac, il y a Philippe Sella là-bas, il y a Cabane, il y a Deleg, et il y a peut-être un essai au bout, bah oui, c'est l'essai de la victoire, c'est l'essai de la victoire, et c'est de Saint-Denis, et l'équipe de France gagne le match. Les Français jouent d'une façon différente des Anglais. Ils semblent plus à l'aise avec la balle. Les essais les plus grisants ont été marqués par des Français. Je me souviens d'un match à Twickenham il y a quelques années où tout le monde a pensé que Serge Blanco toucherait dans son embut pour avoir un renvoi aux 22 mètres. Mais non, il a commencé à courir avec la balle et les Français ont marqué un essai magnifique contre l'Angleterre. En fait, ils ont perdu le match de quelques points, mais ce fut l'un des plus beaux essais qu'il m'ait été donné de voir. Et le jeu à la française qui était très réputé, qui d'ailleurs a été repris après par l'Argentine et qui d'ailleurs sous Bernard Laporte, on y a totalement renoncé pour le jeu à l'anglo-saxonne. Bon, ça c'est des remarques. Dominateur en mêlée, intraitable en défense, les Français peinent à marquer des essais. Dans le jeu actuel des Bleus, c'est prime à la force, parfois au détriment du beau jeu. Et si c'était la fin du French Flair? Le French Flair, c'est un peu dépassé. Le rugby est devenu tellement compliqué, c'est tellement difficile de manœuvrer les défenses adverses que voilà, marquer un essai en première main, ça devient très rare. Mais surtout que progressivement, on ne fait que dégringoler dans l'échelle hiérarchique du rugby. On n'est plus invité, comme disent les joueurs eux-mêmes. C'est simple, aujourd'hui au niveau du tournoi des 6 nations, on est au-dessus de l'Italie et seulement au-dessus de l'Italie, et à peu près à égalité avec l'Écosse, et on est au-dessous systématiquement de l'Irlande, qui est un tout petit pays en nombre de licenciés, du Pays de Galles, qui est un tout petit pays en nombre de licenciés, et de l'Angleterre, ces 3 pays nous mettant une branlée systématiquement. L'Angleterre, bon, par une puissance effectivement de rugby avec beaucoup de licenciés, mais le Pays de Galles et l'Irlande avec très peu de joueurs par un jeu d'une qualité incroyable que nous ne sommes pas capables de développer ou seulement de développer pendant 20 minutes. Et ça, il faut l'articuler avec quelque chose qui est complètement contradictoire, c'est que nous avons par ailleurs le top 14, c'est-à-dire le championnat de rugby le plus huppé et le plus cher du monde. Et on voit bien qu'en fait que c'est parce que nous avons l'un que nous avons l'autre. C'est-à-dire que le top 14, c'est le marché dans le rugby. C'est-à-dire que pour avoir un spectacle de qualité immédiatement et des retombées immédiates au niveau du spectacle, au lieu de former des joueurs, on achète les meilleurs joueurs du monde. Donc on a effectivement des équipes qui sont des équipes qui incarnent soi-disant une ville, qui sont Toulon, Clermont-Ferrand, qui sont très fortes, mais dans lesquelles les meilleurs joueurs sont pratiquement tous des étrangers. Et par ailleurs, cet argent qui est investi dans des salaires de joueurs et dans un spectacle immédiat soumis au marché, qu'est-ce qu'on a sacrifié? Les centres de formation. Les centres de formation fonctionnent encore comme fonctionnait le rugby de papa, réduit au sud-ouest, et effectivement, qui nous donnait une suprématie dans le rugby jusque dans les années 80. Là, on peut faire le parallèle avec le football. Si à un moment donné, on a décollé dans le football, alors qu'on avait un championnat très pauvre, on a le championnat le plus merdique d'Europe, puisqu'on est, on a très peu d'équipes très fortes. On a un peu le PSG avec beaucoup d'argent, on avait l'OM et un peu Lyon et un peu Bordeaux, mais je veux dire par rapport à l'Italie, à l'Angleterre et à l'Espagne, qui ont à Rome 2 clubs de niveau européen, à Milan, etc., ou à Barcelone, ou à Madrid, etc. Quant à l'Angleterre, j'en parle même pas. On avait en fait un championnat professionnel de très mauvais niveau, mais comment on a atteint un haut niveau en tant qu'équipe nationale, c'est par les centres de formation. C'est-à-dire mettre de l'argent d'État avec une vision stratégique à long terme pour développer des centres de formation qui produisaient des jeunes joueurs
chez nous de très haute qualité. Un centre national technique du football va voir le jour à Clairefontaine dans les Yvelines. C'est une réalisation très importante où se dérouleront des stages et l'entraînement de l'équipe de France. Le centre technique national du football sera implanté ici sur les 56 hectares du domaine de Montjoie à Clairefontaine en Yvelines. Cet outil technique situé à 50 km de Paris en forêt de Rambouillet formera les footballeurs de la fin du XXe siècle. Coût de l'opération qui sera achevée en 1987, 80 millions de francs. Au milieu de la forêt de Clairefontaine, l'Institut national du football, pépinière de talent du foot français. Sur les murs de l'établissement trônent fièrement les maillots de ceux qui ont gagné le droit de devenir joueurs professionnels. Hatem Ben Arfa, Alphonse Areola ou encore bien sûr Kylian Mbappé. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, on est devenu, à l'époque de Platini puis à l'époque de Zidane, les leaders mondiaux. Championnat à pognon faible, avec beaucoup de joueurs africains d'ailleurs, centre de formation et équipe nationale de qualité par les centres de formation. Au rugby, on a fait exactement l'inverse et on est dans la catastrophe inverse, c'est-à-dire le top 14, le plus prestigieux du monde, avec le plus de pognon et les équipes les meilleures, dans lequel il y a de moins en moins de Français, et une équipe nationale catastrophique parce que en fait les centres de formation, les cadres et les types qui se goinfrent à ce niveau-là et qui apprennent à jouer, jouent encore comme dans les années 70. Donc si on veut sauver le rugby français, il va falloir faire comme on a fait dans le football, il va falloir en rabattre un peu sur le top 14 et le tout pognon et avoir une vision stratégique nationale, c'est-à-dire au-delà de la logique du pognon, et créer des centres de formation qui soient au niveau des centres de formation qu'ont les autres grandes équipes. Sinon, on va, dans 3 ans, on sera battu par l'Italie. Et puis surtout, on a de moins en moins envie de regarder le tournoi Destination parce que l'équipe de France qui est capable de gagner face à, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était face au Pays de Galles ou à l'Irlande, enfin 2 équipes assez proches et très spectaculaires et très belles à regarder jouer, on mène 16-0 à la fin de la première mi-temps. Parra anime parfaitement, précédent c'est passe. Allez, le décalage, il est là pour Louis Piquermol qui repique intérieur, bien servi par Bédard. Et le premier essai avec Fofana sur les extérieurs. Ntamak, la transmission est bonne pour Uturia. Uturia qui va transmettre au contact pour Huguet. Quel essai magnifique les Bleus. On peut pas perdre normalement. Et on perd à la suite du match. Parce que l'équipe de France qui, quand elle joue en sur-régime pour jouer au même niveau que les autres, n'arrive pas à maintenir son niveau de jeu plus de 20 minutes. Et après, ça part dans le n'importe quoi. Ouais, on est sur un avantage d'ailleurs. Avec le jeu au pied de Parks, ça c'est pas très bien joué. Yoann Huget, attention quand même, a bien contrôlé ce ballon. Terrible boulette. Terrible boulette là de Yoann Huget qui offre un essai à Georges North et ce match est complètement relancé en 11 minutes. Ce ballon. Il était important ce ballon, de la vitesse, un dérange partout. Vamaina qui allonge sa passe, attention, contre de Georges. Le contre terrible sur cette passe sautée, le doublé pour le Grand North. Terrible action. Romain Ntamak est encore au sol. C'est-à-dire quand ils veulent jouer comme jouent les autres joueurs, ils explosent parce que ça va trop vite pour eux. Transmission avant d'aller au sol, parce que tout le problème c'est les vitesses de transmission dans le jeu moderne. Il suffit de regarder. Ça veut dire passer sur une jambe, passer les bras et transmettre avant d'aller au sol et non pas après aller au sol. Et la précision des passes et la vitesse des passes. C'est ça qui fait la différence entre le jeu français et le jeu des équipes qui sont au-dessus. C'est la vitesse et la propreté de la transmission. Je suis pas spécialiste de rugby, mais si vous me donnez l'équipe de France à gérer et les centres de formation, je vous garantis qu'en 5 ans je vous sauve le rugby français, tout ça parce que j'ai un cerveau qui fonctionne, que je sais regarder, que ce soit la boxe, le football ou le rugby, c'est pareil. Vous verrez que Soral, quand il s'intéresse à un sujet, il fait le boulot toujours de la même façon. Il décortique et il voit où est le problème. Donc révolution dans le rugby comme on l'a fait dans le football et mettre de l'argent, de la stratégie et de la vision stratégique et de la volonté politique et du coup de pied au cul pour sortir d'un certain confort, de certaines prébandes issues du lointain passé pour créer des centres de formation qui produisent des joueurs au niveau des joueurs de l'hémisphère sud, mais même au niveau des joueurs irlandais et gallois actuels. Je parle même pas des Anglais, parce que les Anglais c'est un jeu de puissance qui à la limite, c'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est que quand vous regardez le nombre de licenciés qu'il y a au Pays de Galles ou en Irlande, ils produisent un jeu de bien meilleure qualité que le nôtre, sans passer par la force, mais passer par le talent. C'est-à-dire la vitesse de transmission et la précision de transmission, et qu'on n'est pas capable d'être au même niveau qu'eux au-delà de 20 minutes.
Après, on explose. Voilà. Tout ça, c'est une question de formation, de virtuosité, et non pas de puissance musculaire et de gonflette. Hein, parce que ça aussi, ça atteint ses limites. À un moment donné, on a eu une période, effectivement, où la masse musculaire a fait la différence, et c'est le jeu moderne avec du pognon. Puis à un moment donné, c'est toujours une dialectique, hein, vous verrez, revient la virtuosité. Pichotte. Attention. Longo, qui a passé les bras pour servir Vernet Basualdo, le talonneur. Et ça insiste avec Pichotte sur le petit côté. Pour Contepomi, c'est magnifique. Des Princes sur le score de 34-10 en marquant 5 essais. 5 essais. Et vous verrez que les grands joueurs irlandais et gallois en ce moment ne sont pas des super gabarits. Vision stratégique, lecture du jeu, vitesse de transmission. Josh Adams sees the gap. Oh, he's clean through, and he's got support from Thomas Williams, and Thomas Williams will score for Wales. And at the end of a series of bunches of punches, this Welsh side are back in the game, and my goodness, did they need that score right now? D'ailleurs, c'est pareil que dans le foot, hein. On le voit bien, hein. À un moment donné, c'est la précision de l'avant-dernière passe qui fait toute la différence. Hein. C'est même plus le dribble, parce que les défenseurs sont hyper balèzes aujourd'hui. C'est le ballon bien transmis, impeccablement transmis. Coming from Aderipthi as the top goal scorer as the ball played in early by. Oh, there's the opening goal for Barcelona. It's an excellent ball played in from the left from Jordi Alba, and Lionel Messi makes no mistake on this occasion. He hits it first time left-footed, and it's too much for Kepa. C'est à ce niveau-là que ça se joue dans le football, et vous verrez que ça correspond au rugby, à la transmission précise et rapide du ballon avant d'aller au sol, ou quand on est au sol, de le faire vivre correctement sans perdre de temps. Vous verrez que c'est là où les Français sont très très déficitaires par rapport aux grandes équipes actuelles.